Tu te souviens de ce son? Ce n'est pas une image, pas un visage, pas une histoire. C'est un son, la sirène, le bruit métallique de l'immense robot qui se dresse. Et puis cette voix, grave, étrange, venue d'ailleurs, qui prononçait un seul mot, avec une conviction absolue. Goldorak. Si tu avais 5, 6, 7 ans, en 1978 ou au début des années 80, ton corps vient de faire quelque chose en entendant ce mot. Quelque chose d'involontaire, un frisson, une contraction dans la poitrine, un souvenir qui remonte de si profond qu'il précède presque les mots. Parce que Goldorak n'était pas un dessin animé comme les autres. C'était le tout premier grand anime japonais diffusé en France. Et pour des millions d'enfants français, il a représenté quelque chose d'unique, un choc esthétique, émotionnel, narratif, qui n'avait jamais existé avant, et qui a changé pour toujours la façon dont il regardait les histoires. Mais aujourd'hui, je ne veux pas te parler de nostalgie, je veux te parler d'Actarus. Parce que derrière le pilote de Goldorak, derrière cet homme mystérieux qui vivait incognito sur Terre sous le nom d'Alcor, qui travaillait dans un ranch, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, se cachait quelque chose que tu n'avais pas les mots pour nommer à 7 ans. Une philosophie, la même que celle que Marc Aurèle pratiquait chaque matin avant de gouverner l'empire romain le plus puissant de l'histoire. La même qu'Épictète avait forgée dans les fers de l'esclavage. La même que Sénèque transmettait dans ses lettres à Lucilius au coucher du soleil de sa vie. Le stoïcisme. Et, dans les prochaines heures, je vais te montrer pourquoi Actarus, prince d'une planète détruite, exilé sur une terre qui n'est pas la sienne, portant seul le fardeau de protéger 2 mondes, est peut-être le personnage le plus stoïcien que la télévision française ait jamais diffusé. Et pourquoi ce que tu ressentais devant lui à 7 ans sans pouvoir l'expliquer. Cette admiration mêlée d'une légère mélancolie. Cette fascination pour un homme qui portait quelque chose de plus lourd que ce qu'un homme devrait porter, était en réalité la reconnaissance instinctive d'une sagesse très ancienne. Commençons par comprendre qui est vraiment Actaris. Pas le personnage de surface, le pilote de robot géant qui combat les forces de Vega, mais l'homme, le prince, l'exilé. Duke Fleed, son vrai nom, est le prince de la planète Fleed, une planète pacifique, avancée, belle, détruite par les forces de Vega, conquérant impitoyable qui envahit les systèmes solaires l'un après l'autre. Duke Fleed a survécu, seul de sa famille, seul de son peuple, ou presque. Il a fui à bord de Goldorak, le robot géant de combat de sa planète, et a trouvé refuge sur Terre. Il vit maintenant sous une fausse identité. Il travaille dans un ranch. Il s'appelle Alcor. Il essaie d'être ordinaire. Et il sait que cela ne durera pas. Que Vega viendra. Que la bataille qui a détruit sa planète va se déplacer ici. Et que quand elle arrivera, il sera seul à pouvoir l'affronter. Prends le temps de mesurer ce que cette situation implique. Actarus a tout perdu. Sa planète, sa famille, son peuple, son identité, ses repères, sa place dans le monde. Il vit sur une planète étrangère. Il parle une langue qui n'est pas la sienne. Il porte un secret qui l'isole de tout le monde autour de lui, parce que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il a perdu. Et malgré tout ça, malgré une accumulation de pertes qui aurait brisé la plupart des hommes, il continue, il vit, il travaille, il protège, il aime, à sa façon retenue et pudique. Comment est-ce possible? Les stoïciens ont une réponse. Une réponse qui n'est pas consolatrice au sens superficiel du terme, qui n'efface pas la douleur, qui ne prétend pas que tout va bien, mais qui explique comment un homme peut traverser l'intraversable et rester entier. Marc Aurèle écrivait dans ses Méditations, ce journal privé d'un homme qui portait lui aussi un fardeau immense, celui de gouverner un empire en guerre tout en perdant des enfants, tout en affrontant des trahisons, tout en gérant des épidémies. Marc Aurèle écrivait « Tu as des pouvoirs sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Pas la force de ne pas souffrir, la force de continuer malgré la souffrance. C'est ça qu'Actarus incarne. Pas un homme qui ne souffre pas de ce qu'il a perdu. Un homme qui a choisi, délibérément, douloureusement, avec une conscience claire de ce choix, de ne pas laisser ce qu'il a perdu définir ce qu'il peut encore faire. C'est la première grande leçon stoïcienne d'Actarus. Et c'est probablement pour ça que tu le regardais avec cette fascination particulière à 7 ans. Parce que quelque chose en toi reconnaissait un homme qui avait fait la paix avec une réalité terrible et qui continuait quand même. Parlons maintenant de la notion de perte. Parce que le stoïcisme a une relation avec la perte qui est radicalement différente de ce que notre culture moderne nous enseigne. Notre culture nous dit, d'une façon ou d'une autre, que la bonne réponse à la perte est de ne pas perdre. Que si tu planifies bien, si tu travailles bien, si tu fais les bons choix, tu peux éviter les grandes pertes. Et si tu perds quand même, c'est que quelque chose a mal tourné, que quelqu'un est foutif ou que tu as fait une erreur. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente.
Ils ne niaient pas la réalité de la perte, ils ne prétendaient pas qu'elle ne faisait pas mal, mais ils intégraient la perte dans leur vision du monde d'une façon qui l'empêchait de détruire celui qui l'éprouvait. Épictète, l'esclave torturé qui est devenu philosophe, disait quelque chose qui peut sembler brutal au premier abord, mais qui est en réalité extraordinairement libérateur. Il disait « Ne dis jamais d'une chose que tu l'as perdue, dis que tu l'as rendue. Ta planète, Actarus, tu ne l'as pas perdue, tu l'as rendue. Elle t'avait été prêtée pour un temps, ce temps est passé. » Cette vision peut sembler froide, détachée, mais regardons ce qu'elle permet réellement. L'homme qui dit « j'ai perdu » reste ancré dans la relation entre lui et ce qui n'est plus là. Il regarde en arrière, il compare ce qui était à ce qui est. Et cet écart, cet espace douloureux entre ce qui était et ce qui est, peut devenir une prison. L'homme qui dit « j'ai rendu » fait quelque chose de différent. Il reconnaît que les choses ont une durée, que tout ce qui nous est donné temporairement, et que la fin de cette durée n'est pas une catastrophe, c'est l'ordre naturel des choses. Actarus a fait cette paix. Il ne passe pas ses journées à pleurer la planète Flid. Il porte son deuil, on le voit dans ses silences, dans sa façon d'être en retrait, dans cette mélancolie tranquille qui ne le quitte jamais vraiment. Mais il ne se laisse pas dévorer par lui, et c'est pour ça qu'il peut agir, qu'il peut protéger, qu'il peut aimer les gens autour de lui, la famille Humon qu'il a accueillie, Vénusia qu'il aime, sans que la peur de les perdre aussi ne le paralyse. Je veux maintenant parler de quelque chose que je trouve particulièrement fascinant dans la construction du personnage d'Actarus. Quelque chose que Go Nagai, le mangaka qui a créé l'univers de Goldorak, a fait de façon peut-être intuitive, mais qui résonne profondément avec la philosophie stoïcienne. Actarus est un homme de deux mondes, et il n'appartient pleinement ni à l'un ni à l'autre. Il n'appartient plus à la planète Flid, elle n'existe plus. Il ne peut pas appartenir pleinement à la Terre, il garde un secret fondamental qui le sépare de tout ce qu'il côtoie. Il vit dans cet espace intermédiaire, cet espace qui pourrait être un enfer, toujours entre, jamais complètement chez soi, jamais complètement compris. Mais Actarus en fait quelque chose d'autre, il en fait une forme de liberté. Parce que l'homme qui n'appartient à aucun monde n'est pas enchaîné aux conventions de l'un ou de l'autre. Il peut choisir ses propres valeurs, définir ses propres standards, décider lui-même de ce qui compte et de ce qui ne compte pas. Marc Aurèle parlait de ce qu'il appelait le hégémonikon, le principe directeur de l'âme, cette partie de l'être humain qui observe, qui juge, qui choisit, indépendamment des pressions extérieures, des conventions sociales, des attentes des autres. Actarus a un hégémonikon extraordinairement développé. Il ne se comporte pas comme les terriens autour de lui attendent qu'il se comporte. Il ne cherche pas à s'intégrer parfaitement. Il ne modifie pas ses valeurs fondamentales pour appartenir à un groupe. Il reste lui-même, avec sa pudeur, sa retenue, son sens du sacrifice, sa façon particulière d'aimer sans l'exprimer. Même sur une planète étrangère, même sous une fausse identité, même entouré de gens qui ne le connaissent pas vraiment. C'est une forme de liberté intérieure extraordinaire, et c'est une forme de liberté que le stoïcisme valorise au-dessus de tout. Maintenant, je veux te parler d'une chose qui m'a toujours frappé dans Goldorak et que je n'ai jamais vu analyser nulle part. Le robot. Goldorak est gigantesque, invincible en apparence, doté d'une puissance de feu terrifiante, capable de détruire des flottes entières. Et Actarus, duc Flid, est la seule personne au monde à pouvoir le piloter. Cette relation entre l'homme et la machine est, à mon avis, une métaphore remarquable de la relation entre l'âme et le corps dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, le corps, avec ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses limites, est quelque chose qu'on habite, mais qui n'est pas ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est l'âme, le principe directeur, la conscience qui choisit. Goldorak, c'est le corps, immense, puissant, capable de choses extraordinaires. Mais sans pilote, il n'est rien. Un amas de métal, une puissance sans direction. Actarus, c'est l'âme, la conscience qui donne un sens à cette puissance, qui la dirige vers ce qui est juste, qui décide quand frapper et quand retenir le coup. Et la leçon stoïcienne est là, évidente une fois qu'on la voit. La vraie puissance n'est pas dans le robot, elle est dans le pilote, dans cette conscience claire, stable, alignée avec ses valeurs, qui sait exactement pourquoi elle se bat et comment elle veut se battre. Sénèque écrivait à Lucilius, « Ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta valeur, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, ça dépend de toi seul. » Actarus possède Goldorak, mais Goldorak ne définit pas Actarus. C'est Actarus qui définit ce que Goldorak va faire. Et dans notre vie, nous avons tous nos Goldorak, nos ressources, nos talents, nos positions sociales, nos avantages matériels, nos réseaux. Ces choses ont de la valeur, comme Goldorak a de la valeur. Mais elles ne font pas qui nous sommes. Ce qui fait qui nous sommes, c'est la façon dont nous les utilisons. Et ce choix fondamental sur la façon dont on dirige ce qu'on a, c'est le seul qui compte vraiment. D'un dévouement total à sa mission, d'un sacrifice sans limite pour protéger la Terre, a du mal à recevoir cet amour. Pas parce qu'il ne ressent pas, mais parce que la charge qu'il porte crée une distance, une réticence à s'attacher, une peur, peut-être inconsciente, de perdre encore quelque chose ou quelqu'un qu'il aime. Cette tension entre l'amour et la protection de soi contre l'amour est une tension que les stoïciens avaient parfaitement identifiée. Marc Aurèle, qui avait perdu plusieurs enfants, qui avait aimé et perdu, écrivait «
Aime ceux avec qui le destin t'a mis en présence, mais aime-les vraiment. Pas d'une façon calculée, pas d'une façon protégée par la distance émotionnelle. Vraiment, avec le risque que l'amour véritable implique toujours, celui de perdre ce qu'on aime. Les stoïciens ne préconisaient pas l'indifférence aux autres. Ils préconisaient ce qu'ils appelaient l'attachement juste, s'engager pleinement envers ce qu'on aime, agir pleinement pour eux, sans pour autant laisser la peur de les perdre gouverner nos actions. Actarus apprend ça au fil de la série, lentement, douloureusement. La mélancolie du prince exilé qui ne veut plus s'attacher parce qu'il a déjà tout perdu se confronte à l'amour de Vénusia qui exige une présence vraie, un engagement réel. Et cette confrontation, entre la tentation de la distance protectrice et la nécessité de l'amour véritable, est à mon avis l'une des dynamiques les plus humaines et les plus philosophiquement riches de toute la série. Parce que nous la connaissons tous. Pas forcément avec la même intensité dramatique qu'Actarus, mais nous connaissons tous cette tentation de garder une distance avec ce qui compte, pour se protéger de la douleur que la perte de ce qui compte peut provoquer. Et les stoïciens, et Actarus avec eux, nous disent que cette distance est une illusion de protection, qu'elle ne protège de rien, qu'elle prive simplement de la richesse de l'engagement véritable. Parlons maintenant du roi Véga, parce que le roi Véga n'est pas simplement le méchant de l'histoire. Il est, dans la logique philosophique de la série, l'anti-Actarus, l'illustration de ce que devient un homme ou une civilisation quand il abandonne certaines valeurs fondamentales au profit d'autres. Véga est puissant, infiniment puissant. Il contrôle des flottes entières, des armées de robots, des planètes asservies. Et pourtant, il est esclave. Esclave de sa propre ambition, esclave de son désir de conquête, esclave de sa peur de perdre ce qu'il a accumulé, esclave du regard qu'il veut imposer au monde, celui d'un conquérant invincible. Épictète faisait une distinction qui éclaire parfaitement le personnage de Véga. Il distinguait les choses qui sont en notre pouvoir, nos pensées, nos désirs, nos choix, des choses qui ne le sont pas, le corps, les biens, la réputation, les autres. Et il disait « L'homme libre est celui qui ne désire que ce qui est en son pouvoir. L'homme esclave est celui qui désire des choses qui ne sont pas en son pouvoir et qui souffre quand il ne les obtienne pas ou quand il les perd. » Véga désire des choses qui ne sont pas en son pouvoir, la soumission des autres, la domination de l'univers, l'immortalité de sa puissance. Et cette dépendance envers des choses extérieures à lui fait de lui un esclave, malgré toute sa puissance apparente. Actarus, lui, ne désire que ce qui est en son pouvoir, agir correctement, protéger ceux qui sont sous sa responsabilité, rester fidèle à ses valeurs. Et cette limitation volontaire de ses désirs à ce qui dépend vraiment de lui est la source de sa liberté intérieure. Véga a tout le pouvoir extérieur, Actarus a la liberté intérieure. Et dans la vision stoïcienne du monde, le second est infiniment plus riche que le premier. Je veux maintenant aborder quelque chose qui touche directement à ta vie, quelque chose que je trouve crucial de dire clairement. Nous vivons tous, d'une façon ou d'une autre, dans une situation qui ressemble à celle d'Actarus. Peut-être pas avec la même intensité dramatique, nous n'avons pas perdu une planète, nous ne combattons pas des envahisseurs extraterrestres, mais les structures fondamentales de sa situation sont universelles. Nous avons tous perdu quelque chose que nous ne récupérons pas. Une relation, une opportunité, un être aimé, une version de nous-mêmes que nous ne serons plus jamais, une vie que nous aurions pu avoir. Nous vivons tous sur deux mondes, celui que nous montrons et celui que nous sommes vraiment. Nous portons tous des secrets, pas nécessairement dramatiques, mais des parties de nous-mêmes que nous ne partageons pas complètement. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, les seuls à pouvoir faire ce que nous devons faire. Les seuls à pouvoir élever nos enfants comme nous le ferions. Les seuls à pouvoir mener notre projet comme nous le voyons. Les seuls à pouvoir protéger ce que nous protégeons. Et nous choisissons tous, chaque jour, comment répondre à ça. Si nous assumons cette responsabilité, ou si nous cherchons à nous en décharger. Si nous aimons vraiment les gens dans notre vie, ou si nous gardons une distance protectrice. Si nous agissons selon nos valeurs, ou si nous nous laissons définir par les circonstances. Actarus a fait ses choix. Clairement. Douloureusement. Et sa façon de les faire, avec la dignité tranquille d'un homme aligné avec lui-même, est une leçon qui dure des décennies après avoir quitté nos écrans d'enfants. Marc Aurèle écrivait quelque chose qui me revient souvent. Il écrivait « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en toi-même, dans ta façon de penser. Pas dans les circonstances extérieures, pas dans ce qu'on possède ou ce qu'on a perdu. Dans la façon de penser, dans la façon de répondre. » C'est ce qu'Actarus nous montre. Pas une vie facile, pas une vie sans douleur, mais une vie menée selon une façon de penser qui rend possible la dignité, le sacrifice, l'amour, même dans les circonstances les plus difficiles. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'exil. Actarus est exilé sur Terre. Et cet exil, cette situation qu'on pourrait ne voir que comme une perte, une punition, une limitation,
devient paradoxalement la source de sa force. Parce que l'exil force une chose que les stoïciens valorisaient par-dessus tout, la confrontation avec soi-même. Quand tu es dans ton monde naturel, entouré de tes repères, de ta culture, de ton langage, de tes habitudes, tu n'as pas besoin de te demander qui tu es. L'environnement te le dit. Tu es le fils de tel père, le membre de telle communauté, le représentant de telle valeur collective. Quand tu es exilé, quand tout ça a disparu, quand les repères externes ne te définissent plus, tu dois répondre toi-même à la question. Qui es-tu quand personne ne te dit plus qui tu es? C'est la question la plus difficile qui soit. Et c'est aussi la plus importante. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient la prosoche, l'attention à soi-même. Pas à l'introspection anxieuse, pas à le ressassement, mais une forme d'attention calme et régulière à ses propres pensées, désirs, peurs, valeurs, pour s'assurer qu'on reste aligné avec ce qui compte vraiment. Actarus pratique une forme de prosoche permanente. Contraint par son exil à ne pas se laisser définir par son environnement, il doit sans cesse revenir à lui-même, à ses valeurs, à ce pourquoi il est venu, à ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça qu'il reste cohérent, qu'il reste reconnaissable d'un épisode à l'autre, qu'il ne se dissout pas dans son environnement ou dans les attentes des autres. Il sait qui il est, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de le savoir. Et c'est cette connaissance de soi, durement acquise, maintenue à contre-courant de tout, qui est la vraie armure d'Actarus. Pas Goldorak, pas la puissance du robot, mais la clarté intérieure de l'homme qui pilote. Je veux maintenant parler de quelque chose d'universel que la série Goldorak illustre avec une acuité particulière. La question du destin. Actarus n'a pas choisi son destin. Il n'a pas choisi d'être le prince d'une planète. Il n'a pas choisi que cette planète soit détruite. Il n'a pas choisi d'être le dernier, ou presque, à survivre. Il n'a pas choisi d'être le seul à pouvoir piloter le seul robot capable de défendre la Terre. Son destin lui a été imposé. Et pourtant, il l'assume. Il y a dans ce choix, l'assomption d'un destin non choisi, quelque chose d'extraordinairement profond sur le plan philosophique. Les stoïciens avaient une vision du destin qui n'était ni le fatalisme passif, ni l'illusion du contrôle total. Ils disaient quelque chose de beaucoup plus subtil. Certaines choses sont dans ta destinée et tu ne peux pas les changer. Et d'autres, la façon dont tu réponds à ta destinée. Destinées sont entièrement entre tes mains. Marcus Attilus Regulus, ce général romain dont j'ai parlé en évoquant Albator, illustre ça parfaitement. Son destin de captif à Carthage ne dépendait pas de lui. Sa façon de répondre à ce destin, retourner mourir pour tenir sa parole, était entièrement son choix. Actarus qui le même mouvement. Sa condition d'exilé, de dernier prince de Flide, de pilote forcé de Goldorak, ce n'est pas son choix. Ce qui est son choix, c'est ce qu'il fait de cette condition. Et il en fait quelque chose de magnifique. Pas de la résignation, pas de la victimisation, pas du ressentiment contre les dieux ou le destin qui lui ont infligé tout ça. Il en fait une mission, un sens, une raison d'agir, non pas malgré ce qu'il est, mais précisément à cause de ce qu'il est. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne te profite pas individuellement ne peut pas profiter à la ruche. Inversement, ce qui profite à la ruche te profite à toi aussi. » Actarus a compris ça intuitivement. Protéger la Terre n'est pas un sacrifice qui va contre ses intérêts. C'est l'expression la plus parfaite de qui il est. Et dans cette expression, dans cet alignement total entre ce qu'il est et ce qu'il fait, il trouve quelque chose qui ressemble à la paix. Pas le bonheur facile, pas la légèreté insouciante, mais la paix profonde de l'homme qui sait qu'il fait ce qu'il doit faire. C'est ça, en fin de compte, la promesse du stoïcisme. Pas la garantie d'une vie sans douleur, la possibilité d'une vie avec du sens, même dans la douleur, même dans la perte, même dans l'exil. Actarus l'a trouvé. Sur une planète qui n'était pas la sienne, dans une vie qui ne lui avait pas été choisie, face à un ennemi qu'il n'avait pas provoqué. Il l'a trouvé parce qu'il avait compris quelque chose que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque enseignaient depuis des siècles. Le sens n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on crée. Dans chaque choix, dans chaque action, dans chaque façon de répondre à ce qui nous arrive. Et ce sens, cette création continue de sens dans l'exercice quotidien de nos valeurs, personne ne peut nous l'enlever. Pas même le roi Vega. Je veux maintenant parler de quelque chose que la série Goldorak illustre avec une précision que peu d'œuvres de fiction atteignent. La distinction entre la force et la puissance. Ces deux mots semblent synonymes. Dans le langage courant, on les utilise souvent indifféremment. Mais les stoïciens taisaient entre eux une distinction fondamentale, et Actarus l'incarne avec une clarté remarquable. La puissance, c'est ce que tu peux faire aux autres. Ce que tu peux détruire, conquérir, soumettre, contrôler. Le roi Vega a une puissance extraordinaire. Ses flottes peuvent dévaster des planètes entières. Ses robots peuvent écraser des civilisations. Sa puissance est réelle, massive, terrifiante. La force, c'est ce que tu peux faire avec toi-même.
Ce que tu peux endurer, surmonter, transformer, maintenir. Ce que tu peux choisir de faire ou de ne pas faire, indépendamment de ta puissance. Actarus a une puissance considérable aussi. Goldorak peut détruire les flottes de Vega. Actarus pourrait techniquement utiliser cette puissance pour des buts personnels, pour se venger, pour prendre, pour dominer. Il ne le fait pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a la force de ne pas le faire. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius quelque chose qui résonne directement avec cette distinction. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, c'est l'homme qui en veut toujours plus. Et il ajoutait, la vraie grandeur est de tenir dans les mains le pouvoir de faire le mal, et de choisir de ne pas l'utiliser. Vega a le pouvoir de faire le mal, et il l'utilise, parce qu'il n'a pas la force de résister à ses propres désirs de conquête et de domination. Actarus a le pouvoir de faire le mal, et il choisit de ne pas l'utiliser, parce qu'il a la force de ses propres valeurs. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous cette distinction à naviguer. Nous avons tous des formes de puissance, sur nos enfants, nos collègues, nos partenaires, les gens qui dépendent de nous d'une façon ou d'une autre. La question que le stoïcisme pose n'est pas « quelle est ta puissance ?», mais « as-tu la force ?» De l'utiliser bien? La puissance sans force est le roi Vega. La force avec ou sans puissance est Actarus. Et la seconde est infiniment plus difficile à cultiver et infiniment plus précieuse. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel dans la philosophie stoïcienne, que Goldorak illustre de façon presque didactique. La notion de rôle. Les stoïciens, et Épictète en particulier, aimaient une métaphore du théâtre. Ils disaient que la vie ressemble à une pièce de théâtre, dans laquelle nous jouons tous un rôle, et que la sagesse consiste à jouer notre rôle aussi bien que possible, quel que soit ce rôle, sans confondre le rôle et l'acteur. Actarus joue plusieurs rôles simultanément. Il est le prince d'Ucflide, héritier d'une lignée royale, dernier représentant de sa planète, porteur d'une responsabilité dynastique. Il est le pilote de Goldorak, le seul défenseur possible de la Terre contre Vega. Et il est Alcor, le travailleur ordinaire du ranch, l'ami discret, l'homme qui essaie de vivre normalement. Ces rôles sont tous vrais. Aucun n'est un mensonge. Mais aucun n'est non plus la totalité de ce qu'il est. Et Actarus sait ça. Il joue chacun de ses rôles pleinement. Quand il est prince, il agit en prince. Quand il pilote de tout son être. Quand il est Alcor, il essaie d'être présent, d'être là. Mais il ne se dissout jamais dans aucun de ses rôles au point de perdre ce qui est plus profond que tous. Marc Aurèle avait exactement ce défi. Il était l'empereur, il était le philosophe, il était le père, il était l'époux, il était le général. Et dans ses méditations, on le voit constamment chercher à jouer chacun de ses rôles pleinement, sans jamais laisser l'un d'eux prendre toute la place. Joue ton rôle aussi bien que possible, et n'oublie pas que tu n'es pas ton rôle. C'est ce qu'Actarus nous montre. Et c'est une leçon d'une pertinence extraordinaire pour nos vies modernes, où nous jouons nous aussi de multiples rôles, parents, professionnels, amis, partenaires, enfants, et où la tentation est toujours grande de nous identifier à l'un d'eux au point de perdre le fil de qui nous sommes vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus intime, quelque chose qui concerne la façon dont Actarus gère ce que les psychologues modernes appelleraient le deuil traumatique. Actarus a perdu sa planète. C'est un deuil d'une nature et d'une ampleur que nous pouvons à peine imaginer. La Terre entière, sa culture, ses habitants, ses paysages, sa langue, ses souvenirs collectifs a été détruite. Il n'y a rien à retrouver, pas d'endroit où retourner, pas de communauté à qui parler de ce qui était, pas même de mots dans la langue des terriens pour décrire exactement ce qu'il a perdu. Et il continue. Comment ? Les psychologues modernes parlent souvent de faire son deuil, comme d'un processus qui a un début, un milieu et une fin. Comme si la douleur était quelque chose qu'on traversait pour en sortir de l'autre côté, intact ou presque. Les stoïciens avaient une vision différente. Ils ne cherchaient pas à guérir du deuil, au sens où la douleur disparaîtrait. Ils cherchaient à intégrer la perte dans leur vision du monde d'une façon qui permettait de continuer à agir, à aimer, à vivre, sans nier la réalité de ce qui avait disparu. Marc Aurèle, qui avait perdu plusieurs enfants, n'a pas guéri de ses pertes. Il a continué à gouverner, à penser, à aimer, avec ses pertes en lui, intégrées, devenues une partie de lui. Pas une cicatrice fermée, mais quelque chose qu'il portait et qui ne l'empêchait pas de faire ce qui devait être fait. Actarus porte la perte de Flide de cette façon. Elle est en lui, dans ses silences, dans sa mélancolie, dans cette façon qu'il a de regarder les étoiles parfois, comme s'il cherchait quelque chose qui n'est plus là. Mais elle ne le paralyse pas, elle fait partie de lui. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile et la plus précieuse du stoïcisme. Non pas « surmonte ta douleur », mais « intègre ta douleur et continue ». Certaines pertes ne se surmontent pas, elles se portent. Et la façon dont on les porte, avec dignité ou avec amertume, avec présence ou avec fuite, définit qui on est. Actarus les porte avec dignité, avec une présence tranquille, avec une forme de beauté mélancolique. Qui émeut encore des décennies après. Et ça, c'est du stoïcisme dans sa forme la plus pure et la plus humaine.
Je veux maintenant parler d'un aspect de Goldorak que les enfants ressentaient très fort et que les adultes analysent rarement, l'attente. Entre les attaques de Vega, il y a des épisodes entiers où il ne se passe rien de spectaculaire. Actarus vit, travaille, se promène, parle avec les gens du range, a des conversations ordinaires, des moments ordinaires, et pourtant, ces épisodes ne sont pas ennuyeux. Il y a quelque chose dans la façon dont Actarus habite ces moments ordinaires, une qualité de présence, une attention à ce qui est là, qui les rend étrangement précieux. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient la pleine présence, vivre complètement dans le moment présent, sans être distrait par les regrets du passé ou les anticipations du futur. Marc Aurèle revenait sans cesse sur cette idée dans ses méditations. Confine-toi dans le présent. Actarus, dans ces moments ordinaires, est entièrement là. Il n'est pas distrait par la nostalgie de Flid ou l'inquiétude des prochaines attaques. Il est là, dans ce moment, avec ces gens, dans cette vie qu'il vit maintenant. C'est une forme de grâce rare, et c'est une forme de grâce que le stoïcisme cultive délibérément. Parce que la plupart des hommes ne vivent pas dans le présent. Ils vivent dans le passé, ressassant ce qui était, regrettant ce qui a disparu, se définissant par ce qu'ils ont été. Ou dans le futur, anticipant, planifiant, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Le moment présent, le seul moment où on peut réellement agir, choisir, vivre, reste souvent inhabité. Actarus nous apprend à l'habiter, même quand le passé est douloureux, même quand le futur est incertain, même quand on porte des secrets lourds. Ce moment-ci, cette conversation-ci, cette personne-ci, ce travail-ci, c'est là que la vie se passe réellement. Et c'est là qu'Actarus choisit d'être. Je veux maintenant proposer les pratiques concrètes, parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la philosophie d'Actarus, les parallèles avec le stoïcisme, ne vaut que si ça se traduit en quelque chose de vivant dans ta vie quotidienne. La première pratique s'appelle l'ascension du rôle. Chaque matin, avant de commencer ta journée, pose-toi une seule question. Pas une question sur ce que tu vas faire, mais une question sur qui tu vas être. Quel est le rôle que je dois jouer aujourd'hui et comment est-ce que je veux le jouer ? Actarus savait qu'il était le protecteur de la Terre. Cette clarté sur son rôle guidait chacune de ses décisions. Pas « qu'est-ce que j'ai envie de faire », mais « qu'est-ce que mon rôle exige de moi ». Cette question change tout, parce qu'elle sort de la logique du désir « qu'est-ce que je veux » pour entrer dans la logique de la responsabilité « qu'est-ce que ma position exige ». Tu es parent, qu'est-ce que ce rôle exige de toi aujourd'hui, concrètement ? Tu es dirigeant, qu'est-ce que ce rôle exige ? Tu es ami, partenaire, enfant, frère, qu'est-ce que chacun de ces rôles demande de toi en ce moment ? Marc Aurèle faisait cet exercice chaque matin. Il se demandait ce que son rôle d'empereur, de père, de mari, de philosophe exigeait de lui pour la journée qui s'ouvrait. Et il essayait d'y répondre du mieux possible, sans prétendre à la perfection, mais avec une intention claire. La deuxième pratique s'appelle la reddition volontaire. C'est la pratique la plus contre-intuitive et peut-être la plus puissante. Identifie quelque chose dans ta vie que tu as perdu et que tu n'as pas encore vraiment rendu. Pas abandonné dans la douleur ou le ressentiment, rendu. Comment rend quelque chose qu'on avait reçu temporairement et dont le prêt est arrivé à son terme ? Ça peut être une relation passée, un rêve abandonné, une version de toi-même qui n'est plus, un état de santé d'avant, une vie qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eue. Et la pratique consiste à dire, silencieusement, honnêtement, sans spectacle, « Je rends ceci, ce prêt est terminé. Je reconnais que ça m'a été donné pour un temps, ce temps est passé. » Épictète avait un exercice similaire. Il conseillait à ses élèves, avant d'embrasser leurs enfants, de se rappeler que ces enfants leur étaient prêtés, pas possédés. Pas pour les rendre anxieux. Pour les rendre plus présents, plus reconnaissants, plus capables d'aimer pleinement sans être paralysés par la peur de perdre. La reddition volontaire ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie la libération de l'attachement qui empêche d'être pleinement présent à ce qui est là maintenant. Actarus a rendu Flid, il a rendu sa famille, il a rendu sa vie de prince. Et depuis cette reddition, douloureuse, probablement encore douloureuse, il est libre d'être pleinement présent à la Terre, aux gens qui l'entourent, à sa mission. La troisième pratique s'appelle la force sans puissance. Une fois par semaine, identifie une situation dans laquelle tu as la puissance de faire quelque chose et choisis délibérément de ne pas l'utiliser. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas juste. Tu pourrais écraser cet argument avec cette information que tu as. Tu pourrais imposer ta volonté dans cette décision parce que tu as l'autorité. Tu pourrais punir par le silence, punir par la distance, punir par l'absence. Et tu choisis de ne pas le faire. Pas par faiblesse, précisément par force. Sénèque disait que la vraie grandeur se manifeste dans la retenue, pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on choisit de ne pas faire alors qu'on le pourrait. Actarus ne détruit pas Vega quand il le pourrait. Il ne prend pas ce qu'il pourrait prendre. Il n'impose pas sa loi alors qu'il en aurait la puissance. Il choisit de ne pas le faire. Chaque fois. Et ce choix répété
cette discipline du pouvoir non exercé est peut-être la démonstration la plus claire de sa vraie force. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'ai gardé pour la fin. Quelque chose qui concerne non plus Actarus, mais toi. Goldorak a été le premier grand anime japonais diffusé en France, le premier robot géant, le premier personnage venu d'ailleurs qui portait un fardeau aussi lourd avec une telle dignité. Et si tu l'as regardé, si ce nom résonne encore en toi des décennies plus tard, ce n'est pas un hasard. Les enfants ont une intelligence émotionnelle et philosophique qui précède les mots. Ils reconnaissent la profondeur avant de pouvoir la nommer. Ils sentent quand quelque chose est vrai, même sans comprendre encore pourquoi. Et quelque chose en toi, à 5 ou 6 ou 7 ans, a reconnu quelque chose dans Actarus. Peut-être la dignité dans la perte, la continuité malgré l'exil, la façon de porter des responsabilités qu'on n'a pas choisies avec grâce plutôt qu'avec ressentiment, la capacité d'aimer sans se perdre dans l'amour, la force de ne pas utiliser sa puissance. Ces choses, tu les reconnaissais, pas parce qu'on te les avait enseignées, parce qu'elles résonnaient avec quelque chose de profond et d'universel dans l'expérience humaine. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ces mêmes choses restent vraies, restent nécessaires, restent difficiles. Parce que nous vivons dans un monde qui valorise la puissance plutôt que la force, les résultats plutôt que les valeurs, l'apparence plutôt que la réalité, la possession plutôt que la présence. Et dans ce monde, la philosophie qu'Actarus incarnait, sans le savoir, sans l'avoir choisi consciemment, juste en étant qui il était, cette philosophie est plus nécessaire que jamais. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations une phrase qui me revient souvent quand je pense à Actarus. Il écrivait « Cherche en toi-même la puissance de te retrouver dans la bonne voie, et lorsque tu y seras, jouis-en, et ne cherche pas à savoir si quelqu'un le sera. Ne cherche pas à savoir si quelqu'un le sera. Actarus ne cherche pas ça. Il pilote Goldorak non pas pour que les terriens l'admirent, mais parce que c'est ce qui doit être fait. Il protège non pas pour être remercié, mais parce que c'est ce qu'un homme dans sa position doit faire. Et cette façon d'agir, sans chercher la reconnaissance, sans mesurer sa valeur à l'approbation des autres, sans attendre que quelqu'un témoigne de ses sacrifices, est peut-être la forme de liberté la plus difficile et la plus complète qui soit. Je veux maintenant parler d'une dernière chose avant de conclure. La transmission. Goldorak a été vu par des millions d'enfants français à la fin des années 70 et au début des années 80. Ces enfants sont aujourd'hui des adultes de 50, 55, 60 ans. Et beaucoup d'entre eux ont des enfants qui ont grandi sans avoir vu Goldorak, sans avoir connu Actarus, sans avoir ressenti ce frisson particulier quand la sirène retentissait et que le robot géant se dressait. Et il y a quelque chose de mélancolique dans ça. La transmission culturelle n'est jamais garantie. Ce qui a été formateur pour une génération peut disparaître de la mémoire collective en 2 ou 3 décennies. Mais les valeurs qu'Actarus incarnait, elles ne disparaissent pas. Elles précèdent Goldorak et survivront à Goldorak. La dignité dans la perte, la force sans puissance, l'amour juste, la présence au moment présent, la responsabilité des rôles qu'on joue, la paix avec un destin qu'on n'a pas choisi. Ces valeurs, Marc Aurèle les a écrites il y a 2000 ans. Actarus les a incarnées dans un dessin animé japonais diffusé en France dans les années 70. Et elles sont aussi vraies et aussi nécessaires aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été. Parce que la condition humaine ne change pas fondamentalement. Les noms changent, les décors changent, les technologies changent. Mais l'homme qui doit choisir comment répondre à ce qui lui arrive, lui, reste le même. Et c'est pour ça que la philosophie stoïcienne, qui a 2000 ans, résonne encore. Et c'est pour ça qu'Actarus, qui a plus de 40 ans, résonne encore. Parce qu'ils parlent tous les deux de quelque chose d'intemporel. La façon d'être un homme. Pas dans le sens restrictif ou stéréotypé, dans le sens le plus large, le plus universel. La façon d'être un être humain qui choisit, délibérément, consciemment, avec toute l'imparfaite humanité que ça implique, de vivre selon ses valeurs plutôt que selon ses peurs. La façon de se lever chaque matin et de décider, à nouveau, qui on veut être. Actarus l'a fait. Seul, sur une planète étrangère, avec le poids d'un monde disparu sur les épaules et la responsabilité d'un autre monde entre les mains. Et il l'a fait avec une grâce tranquille qui émeut encore des enfants de 50 ans qui se souviennent d'avoir été émus par lui à 6 ans, sans savoir pourquoi. Maintenant, ils savent pourquoi. C'était la sagesse, celle qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être reconnue, celle qui s'installe dans la mémoire avant les mots, celle qui reste longtemps, longtemps, après que l'écran s'est éteint et que les autres personnages ont été oubliés. La sagesse d'un homme qui avait tout perdu et qui avait choisi malgré tout de continuer à être lui-même. Il n'y a pas de leçon plus profonde que ça. Et elle t'attendait, dans un dessin animé japonais diffusé sur TF1, depuis avant même que tu aies les mots pour la comprendre. Elle était là. Elle est encore là. Tu n'as qu'à la retrouver en toi. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit sur Actarus, et que je considère pourtant essentiel pour comprendre pourquoi ce personnage touche si profondément. C'est sa façon de vivre avec le secret.
Actarus est deux hommes en même temps. Dukeflid, le prince guerrier. Alcor, l'homme ordinaire du ranch. Et personne autour de lui ne connaisse les deux simultanément. Ceux qui connaissent Alcor ne connaissent pas Dukeflid. Ceux qui voient le pilote de Goldorak ne voient pas l'homme qui travaille dans le ranch le matin. Cette double existence aurait pu être vécue comme une déchirure permanente, comme une inauthenticité, comme une forme de mensonge couteau qui épuise celui qui le maintient. Chez Actarus, ce n'est pas ça. Pourquoi ? Parce que Actarus ne ment pas sur ce qui est fondamental. Il cache certains faits, son identité, son origine, la nature de Goldorak. Mais il ne cache jamais ses valeurs, sa façon d'être, ce qui l'anime profondément. Qu'il soit Alcor dans le ranch ou Dukeflid dans le cockpit de Goldorak, il est le même homme. La même retenue, la même attention aux autres, le même sens du sacrifice, la même incapacité à se comporter avec petitesse ou mesquinerie. Les stoïciens abaissent cette cohérence entre les différents rôles qu'on joue l'intégrité, au sens littéral du terme, l'état d'être entier, intégré, non divisé dans ce qui compte vraiment. Marc Aurèle écrivait « Sois le même dans chaque situation », ou plutôt « Sois toi-même dans chaque situation ». L'homme intègre peut jouer des rôles différents, parents, professionnels, amis, sans se perdre dans aucun d'eux. Parce qu'au-delà des rôles, il y a quelque chose qui reste constant, quelque chose qui est plus profond que tous les rôles. Actarus a ça. Et c'est pour ça que son double vie ne le détruit pas, parce que les deux côtés de cette vie partagent le même fond, la même façon d'être un homme. Je veux maintenant parler d'un moment particulier dans l'histoire de Goldorak qui m'a toujours semblé extraordinairement chargé de sens philosophique. Le moment où Actarus doit combattre quelqu'un qu'il aime ou qu'il respecte. Ces moments arrivent dans presque toutes les grandes séries. Le héros doit affronter un allié trahi ou un adversaire qui incarne certaines valeurs qu'il respecte. Et ces moments sont les plus révélateurs, parce qu'ils montrent comment le héros tient ses principes quand les tenir lui coûte le plus. Dans ces moments, Actarus ne flanche pas. Il souffre, la souffrance est visible, elle est réelle. Mais il agit selon ses valeurs. Il fait ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Épictète avait une formulation de ce principe qui est d'une clarté absolue. Il disait « Si tu dois souffrir, souffre noblement. Si tu dois agir, agis justement. Ces deux choses sont toujours en ton pouvoir, quelle que soit la situation. La souffrance peut être noble, l'action peut être juste. Et ces deux choses, contrairement aux résultats extérieurs, sont toujours entièrement dans notre pouvoir. Actarus agit justement même quand ça lui coûte. Et il souffre noblement, sans s'effondrer, sans chercher à éviter la douleur, sans la nier. C'est ça, la vertu stoïcienne dans son expression la plus concrète. Pas une abstraction, pas un idéal inaccessible. Un choix répété, dans les moments où le choix est difficile, d'agir selon ses valeurs plutôt que selon ses peurs ou ses conforts. Parlons maintenant de quelque chose que la série Goldorak enseigne sur le rapport au temps. Actarus vit avec une conscience particulièrement aiguë de la temporalité. Il a vu une planète entière disparaître en un instant. Il a vu des décennies de civilisation effacées en quelques heures. Il sait, d'une façon que peu d'hommes peuvent vraiment comprendre, que rien n'est permanent. Et cette connaissance, qui pourrait paralyser, qui pourrait engendrer un nihilisme profond, produit chez lui l'effet inverse. Elle le rend plus présent. Marc Aurèle revenait sans cesse sur ce thème dans ses méditations. Il aimait se rappeler que les empereurs et les philosophes les plus grands de l'histoire avaient disparu. Hadrien, Auguste, Socrate, Platon, que des villes entières avaient été englouties, que la durée de l'histoire humaine rendait dérisoires les ambitions individuelles. Et de cette dérisoire des ambitions, il tirait non pas le désespoir, mais la clarté. Si rien ne dure, alors ce qui compte, c'est maintenant, ce moment, cette conversation, cette décision. Actarus a appris ça à travers la perte de Flid d'une façon que Marc Aurèle n'a apprise que par la méditation. Mais la leçon est la même. L'impermanence de toute chose n'est pas une raison de ne pas s'investir. C'est une raison de s'investir complètement, maintenant, ici, avec ce qui est là. Parce que c'est tout ce qu'on a vraiment, le présent. Et il ne dure pas. Cette conscience de l'impermanence, quand elle est intégrée et non pas simplement intellectualisée, change fondamentalement la façon dont on se comporte. On est moins distrait par les futilités. On est plus attentif à ce qui compte. On perd moins de temps à des conflits qui n'en valent pas la peine. On investit plus dans les relations qui importent vraiment. Actarus, dans ses moments ordinaires, dans ses conversations avec la famille Humon, dans ses silences avec Vénusia, dans sa façon de regarder le ciel étoilé, il est là, vraiment là, pas distrait par des regrets ou des inquiétudes. Présent. C'est un cadeau rare. Et c'est un cadeau que la douleur, quand elle est traversée plutôt que fuyée, peut paradoxalement donner. Je veux maintenant aborder quelque chose qui touche à la question de l'identité d'une façon très concrète. Qui es-tu quand tout ce qui te définissait habituellement a disparu ? C'est la question qu'Actarus affronte. Et c'est une question que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre, même si rarement avec autant d'intensité. Une carrière qui s'effondre, un mariage qui se termine, un corps qui change avec la maladie ou l'âge, une famille qui se restructure, un pays qu'on quitte, une communauté dont on est exclu. Ces moments où les marqueurs habituels de notre identité disparaissent ou se transforment peuvent être les plus déstabilisants de nos vies. Parce qu'il pose cette question nue, sans tout ça, qui suis-je ?
Les stoïciens avaient une réponse claire, et Actarus l'incarne. Tu es tes choix, tu es tes valeurs, tu es ta façon de répondre à ce qui t'arrive. Rien d'autre, pas ta planète, qui peut être détruite, pas ton titre, qui peut être perdu, pas ta communauté, qui peut disparaître, pas même ton corps, qui changera et finira, mais tes choix, tes valeurs, ta façon d'être. Ces choses-là, et seulement ces choses-là, sont vraiment les tiennes, et elles le restent même quand tout le reste a disparu. Actarus perd Flid. Il perd sa famille, il perd son titre, il perd son monde, mais il ne perd pas ses valeurs. Il ne perd pas sa façon d'être. Il ne perd pas ce qui fait qu'il est lui, et c'est pour ça qu'il peut continuer, qu'il peut agir, qu'il peut même aimer, à nouveau, différemment, mais vraiment. Parce que ce qui constitue son identité profonde est intouché, intact, invincible, au sens où aucune force extérieure ne peut y accéder sans sa permission. La citadelle intérieure, encore une fois, toujours là. Parlons maintenant d'une chose que j'ai observée dans la façon dont les enfants répondaient à Goldorak, et qui dit quelque chose d'important sur la nature humaine. Les enfants qui regardaient Goldorak n'admiraient pas seulement la puissance du robot, ils admiraient la façon dont Actarus vivait sa vie ordinaire. Les épisodes où il avait peu d'action, où Actarus et les autres personnages avaient simplement des conversations, travaillaient ensemble, affrontaient des problèmes quotidiens. Ces épisodes étaient regardés avec autant d'attention que les épisodes de combat. Pourquoi ? Parce que les enfants sentaient, avec cette intelligence préverbale dont je parlais tout à l'heure, que quelque chose de précieux se passait dans ces moments ordinaires. Une façon d'être en relation avec les autres, une façon de parler, une façon d'écouter, une façon de prendre les problèmes des autres au sérieux. Les stoïciens avaient une notion que j'aime beaucoup et qui éclaire ça. Ils parlaient de l'okeiosis, un mot difficile à traduire, qui désigne quelque chose comme l'appartenance appropriée aux autres, l'idée que l'être humain est naturellement social, naturellement orienté vers les autres, et que vivre bien implique de cultiver cette orientation de façon consciente et délibérée. Actarus a une okeiosis extraordinairement développée. Il prend soin des gens autour de lui, pas de façon spectaculaire, pas pour être vu prendre soin d'eux, mais dans les petits gestes quotidiens qui font qu'une communauté tient ensemble. Et c'est pour ça que les enfants l'aimaient autant dans ces moments ordinaires que dans ces moments héroïques, parce qu'ils sentaient que cet homme était vraiment là pour les autres, pas performativement, vraiment. Marc Aurèle écrivait « Ceux qui ne profitent pas à la ruche ne profitent pas à l'abeille ». C'est la formulation la plus condensée de l'okeiosis stoïcienne. L'individu et la communauté ne sont pas deux choses séparées dont les intérêts s'opposent. Ils sont liés. Ce qui est bon pour la communauté est bon pour l'individu. Et inversement. Actarus le vit. Il ne protège pas la terre malgré lui. Il la protège parce que c'est sa communauté maintenant. Même si elle n'était pas la sienne au départ. Même si elle ne sait pas qui il est vraiment. Et dans cette adoption délibérée d'une communauté qui n'était pas la sienne, il y a quelque chose de magnifiquement stoïcien. L'appartenance ne se décrète pas par la naissance. Elle se choisit. Elle se construit. Elle s'assume. Je veux maintenant te parler d'une chose personnelle. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo ont grandi avec Goldorak. Vous êtes maintenant dans la cinquantaine ou proche de la cinquantaine. Et vous portez peut-être vos propres versions de ce qu'Actarus portait. Des pertes qui ne se récupèrent pas. Des responsabilités qu'on n'a pas choisies. Des rôles multiples parfois contradictoires. Des moments où on se demande si on est encore la même personne qu'on était. Si on se souvient encore de qui on est vraiment. Ces moments. Et ils arrivent pour tout le monde. À un moment ou à un autre. Ces moments sont exactement ceux pour lesquels le stoïcisme a été construit. Pas pour les rendre faciles. Pas pour les effacer. Mais pour les traverser avec la dignité d'un homme qui sait qui il est. Même quand tout le reste est incertain. Marc Aurèle avait 50 ans. Passé quand il écrivait certains de ses passages les plus touchants. Un homme qui avait vieilli, qui avait perdu, qui gouvernait un empire en train de se fissurer sous les pressions des guerres et des épidémies. Un homme qui se demandait parfois, dans ses pages les plus intimes, s'il était vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et qui continuait quand même, qui se relevait le lendemain, qui faisait ce qui devait être fait. Actarus avait quelques dizaines d'années dans la série, mais il portait le poids de siècles de responsabilité. Et il continuait. Il se levait chaque matin, il habitait Arcor le temps d'une journée ordinaire, et quand Goldorak était nécessaire, il était là, présent, entier, aligné. C'est tout ce que le stoïcisme demande. Pas la perfection, pas la victoire garantie, pas l'absence de peur ou de doute,
juste la présence, l'intégrité, l'alignement aussi constant que possible entre qui on est et ce qu'on fait. Actarus t'a montré ça à 5 ans, sans te l'expliquer, en le vivant. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi ça t'a touché. Parce que c'était vrai. Parce que c'est toujours vrai. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile, que tu portes quelque chose de lourd, que tu dois agir alors que tu n'en as pas envie, que tu dois choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste, souviens-toi d'Actarus. Pas du robot, de l'homme. De cette façon qu'il avait de porter le poids du monde sans se laisser écraser. De trouver la paix non pas dans l'absence de fardeau, mais dans la clarté sur pourquoi il le portait. De regarder les étoiles avec mélancolie et de se retourner quand même vers la terre qui avait besoin de lui. Cette paix-là, cette clarté-là, elle ne vient pas de la victoire. Elle ne vient pas des résultats. Elle vient de l'alignement entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Elle était disponible pour Actarus sur une planète étrangère avec un fardeau impossible. Elle est disponible pour toi, maintenant, dans ta vie telle qu'elle est. Tu n'as qu'à choisir de la chercher au bon endroit, en toi. Je veux maintenant parler de quelque chose que la série Goldorak illustre avec une précision que peu d'œuvres de fiction atteignent, la distinction entre la force et la puissance. Ces deux mots semblent synonymes. Dans le langage courant, on les utilise souvent indifféremment. Mais les stoïciens faisaient entre eux une distinction fondamentale, et Actarus l'incarne avec une clarté remarquable. La puissance, c'est ce que tu peux faire aux autres, ce que tu peux détruire, conquérir, soumettre, contrôler. Le roi Vega a une puissance extraordinaire. Ses flottes peuvent dévaster des planètes entières, ses robots peuvent écraser des civilisations. Sa puissance est réelle, massive, terrifiante. La force, c'est ce que tu peux faire avec toi-même, ce que tu peux endurer, surmonter, transformer, maintenir, ce que tu peux choisir de faire ou de ne pas faire, indépendamment de ta puissance. Actarus a une puissance considérable aussi. Goldorak peut détruire les flottes de Vega. Actarus pourrait, techniquement, utiliser cette puissance pour des buts personnels, pour se venger, pour prendre, pour dominer. Il ne le fait pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a la force de ne pas le faire. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius quelque chose qui résonne directement avec cette distinction. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, c'est l'homme qui en veut toujours plus. Et il ajoutait « La vraie grandeur est de tenir dans les mains le pouvoir de faire le mal et de choisir de ne pas l'utiliser. » Vega a le pouvoir de faire le mal et il l'utilise parce qu'il n'a pas la force de résister à ses propres désirs de conquête et de domination. Actarus a le pouvoir de faire le mal et il choisit de ne pas l'utiliser parce qu'il a la force de ses propres valeurs. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous cette distinction à naviguer. Nous avons tous des formes de puissance sur nos enfants, nos collègues, nos partenaires, les gens qui dépendent de nous d'une façon ou d'une autre. La question que le stoïcisme pose n'est pas « quelle est ta puissance ?», mais « as-tu la force de l'utiliser bien ?» La puissance sans force est le roi Vega. La force avec ou sans puissance est Actarus. Et la seconde est infiniment plus difficile à cultiver et infiniment plus précieuse. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel dans la philosophie stoïcienne que Goldorak illustre de façon presque didactique, la notion de rôle. Les stoïciens, et Épictète en particulier, aimaient une métaphore du théâtre. Ils disaient que la vie ressemble à une pièce de théâtre dans laquelle nous jouons tous un rôle, et que la sagesse consiste à jouer notre rôle aussi bien que possible, quel que soit ce rôle, sans confondre le rôle et l'acteur. Actarus joue plusieurs rôles simultanément. Il est le prince Dukeflid, héritier d'une lignée royale, dernier représentant de sa planète, porteur d'une responsabilité dynastique. Il est le pilote de Goldorak, le seul défenseur possible de la Terre contre Vega. Et il est Alcor, le travailleur ordinaire du ranch, l'ami discret, l'homme qui essaye de vivre normalement. Ces rôles sont tous vrais, aucun n'est un mensonge. Mais aucun n'est non plus la totalité de ce qu'il est. Et Actarus sait ça. Il joue chacun de ses rôles pleinement. Quand il est prince, il agit en prince. Quand il pilote de tout son être. Quand il est Alcor, il essaie d'être présent, d'être là. Mais il ne se dissout jamais dans aucun de ses rôles au point de perdre ce qui est plus profond que tous. Marc Aurèle avait exactement ce défi. Il était l'empereur, il était le philosophe, il était le père, il était l'époux, il était le général. Et dans ses méditations, on le voit constamment chercher à jouer chacun de ses rôles pleinement, sans jamais laisser l'un d'eux prendre toute la place. Joue ton rôle aussi bien que possible, et n'oublie pas que tu n'es pas ton rôle. C'est ce qu'Actarus nous montre, et c'est une leçon d'une pertinence extraordinaire pour nos vies modernes, où nous jouons nous aussi de multiples rôles, parents, professionnels, amis, partenaires, enfants, et où la tentation est toujours grande de nous identifier à l'un d'eux, au point de perdre le fil de qui nous sommes vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus intime, quelque chose qui concerne la façon dont Actarus gère ce que les psychologues modernes appelleraient le deuil traumatique. Actarus a perdu sa planète. C'est un deuil d'une nature et d'une ampleur que nous pouvons à peine imaginer. La Terre entière,
sa culture, ses habitants, ses paysages, sa langue, ses souvenirs collectifs, a été détruite. Il n'y a rien à retrouver. Pas d'endroit où retourner. Pas de communauté à qui parler de ce qui était. Pas même de mots dans la langue des terriens pour décrire exactement ce qu'il a perdu. Et il continue. Comment ? Les psychologues modernes parlent souvent de « faire son deuil », comme d'un processus qui a un début, un milieu et une fin. Comme si la douleur était quelque chose qu'on traversait pour en sortir de l'autre côté, intact ou presque. Les stoïciens avaient une vision différente. Ils ne cherchaient pas à guérir du deuil, au sens où la douleur disparaîtrait. Ils cherchaient à intégrer la perte dans leur vision du monde d'une façon qui permettait de continuer à agir, à aimer, à vivre, sans nier la réalité de ce qui avait disparu. Marc Aurèle, qui avait perdu plusieurs enfants, n'a pas guéri de ses pertes. Il a continué à gouverner, à penser, à aimer, avec ses pertes en lui, intégrées, devenues une partie de lui, pas une cicatrice fermée, mais quelque chose qu'il portait et qui ne l'empêchait pas de faire ce qui devait être fait. Actarus porte la perte de Flide de cette façon. Elle est en lui, dans ses silences, dans sa mélancolie, dans cette façon qu'il a de regarder les étoiles parfois comme s'il cherchait quelque chose qui n'est plus là. Mais elle ne le paralyse pas. Elle fait partie de lui. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile et la plus précieuse du stoïcisme. Non pas « surmonte ta douleur », mais « intègre ta douleur et continue ». Certaines pertes ne se surmontent pas, elles se portent. Et la façon dont on les porte, avec dignité ou avec amertume, avec présence ou avec fuite, définit qui en est. Actarus les porte avec dignité, avec une présence tranquille, avec une forme de beauté mélancolique qui émeut encore des décennies après. Et ça, c'est du stoïcisme dans sa forme la plus pure et la plus humaine. Je veux maintenant parler d'un aspect de Goldorak que les enfants ressentaient très fort et que les adultes analysent rarement, l'attente. Entre les attaques de Vega, il y a des épisodes entiers où il ne se passe rien de spectaculaire. Actarus vit, travaille, se promène, parle avec les gens du range, a des conversations ordinaires, des moments ordinaires. Et pourtant, ces épisodes ne sont pas ennuyeux. Il y a quelque chose dans la façon dont Actarus habite ces moments ordinaires, une qualité de présence, une attention à ce qui est là, qui les rend étrangement précieux. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient la pleine présence, vivre complètement dans le moment présent, sans être distrait par les regrets du passé ou les anticipations du futur. Marc Aurèle revenait sans cesse sur cette idée dans ses méditations. Confine-toi dans le présent. Actarus, dans ces moments ordinaires, est entièrement là. Il n'est pas distrait par la nostalgie de Flide ou l'inquiétude des prochaines attaques. Il est là, dans ce moment, avec ces gens, dans cette vie qu'il vit maintenant. C'est une forme de grâce rare, et c'est une forme de grâce que le stoïcisme cultive délibérément. Parce que la plupart des hommes ne vivent pas dans le présent, ils vivent dans le passé, ressassant ce qui était, regrettant ce qui a disparu, se définissant par ce qu'ils ont été, ou dans le futur, anticipant, planifiant, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Le moment présent, le seul moment où on peut réellement agir, choisir, vivre, reste souvent inhabité. Actarus nous apprend à l'habiter, même quand le passé est douloureux, même quand le futur est incertain, même quand on porte des secrets lourds. Ce moment-ci, cette conversation-ci, cette personne-ci, ce travail-ci, c'est là que la vie se passe réellement, et c'est là qu'Actarus choisit d'être. Je veux maintenant proposer les pratiques concrètes, parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la philosophie d'Actarus, les parallèles avec le stoïcisme, ne vaut que si ça se traduit en quelque chose de vivant dans ta vie quotidienne. La première pratique s'appelle l'assomption du rôle. Chaque matin, avant de commencer ta journée, pose-toi une seule question. Question. Pas une question sur ce que tu vas faire, mais une question sur qui tu vas être. Quel est le rôle que je dois jouer aujourd'hui et comment est-ce que je veux le jouer ? Actarus savait qu'il était le protecteur de la Terre. Cette clarté sur son rôle guidait chacune de ses décisions. Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que mon rôle exige de moi ? Cette question change tout, parce qu'elle sort de la logique du désir, qu'est-ce que je veux, pour entrer dans la logique de la responsabilité, qu'est-ce que ma position exige. Tu es parent. Qu'est-ce que ce rôle exige de toi aujourd'hui, concrètement ? Tu es dirigeant. Qu'est-ce que ce rôle exige ? Tu es ami, partenaire, enfant, frère. Qu'est-ce que chacun de ces rôles demande de toi en ce moment ? Marc Aurèle faisait cet exercice chaque matin. Il se demandait ce que son rôle d'empereur, de père, de mari, de philosophe, exigeait de lui pour la journée qui s'ouvrait. Et il essayait d'y répondre du mieux possible, sans prétendre à la perfection, mais avec une intention claire. La deuxième pratique s'appelle la reddition volontaire. C'est la pratique la plus contre-intuitive et peut-être la plus puissante.
Identifie quelque chose dans ta vie que tu as perdu et que tu n'as pas encore vraiment rendu. Pas abandonné dans la douleur ou le ressentiment. Rendu, comme on rend quelque chose qu'on avait reçu temporairement et dont le prêt est arrivé à son terme. Ça peut être une relation passée, un rêve abandonné, une version de toi-même qui n'est plus, un état de santé d'avant, une vie qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eue. Et la pratique consiste à dire, silencieusement, honnêtement, sans spectacle, je rends ceci. Ce prêt est terminé. Je reconnais que ça m'a été donné pour un temps. Ce temps est passé. Épictète avait un exercice similaire. Il conseillait à ses élèves, avant d'embrasser leurs enfants, de se rappeler que ces enfants leur étaient prêtés, pas possédés. Pas pour les rendre anxieux, pour les rendre plus présents, plus reconnaissants, plus capables d'aimer pleinement, sans être paralysés par la peur de perdre. La reddition volontaire ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie la libération de l'attachement, qui empêche d'être pleinement présent à ce qui est là maintenant. Actarus a rendu Flide. Il a rendu sa famille. Il a rendu sa vie de prince. Et depuis cette reddition, douloureuse, probablement encore douloureuse, il est libre d'être pleinement présent à la terre, aux gens qui l'entourent, à sa mission. La troisième pratique s'appelle la force sans puissance. Une fois par semaine, identifie une situation dans laquelle tu as la puissance de faire quelque chose et choisis délibérément de ne pas l'utiliser. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas juste. Tu pourrais écraser cet argument avec cette information que tu as. Tu pourrais imposer ta volonté dans cette décision parce que tu as l'autorité. Tu pourrais punir par le silence, punir par la distance, punir par l'absence. Et tu choisis de ne pas le faire. Pas par faiblesse, précisément par force. Sénèque disait que la vraie grandeur se manifeste dans la retenue, pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on choisit de ne pas faire alors qu'on le pourrait. Actarus ne détruit pas Vega quand il le pourrait. Il ne prend pas ce qu'il pourrait prendre. Il n'impose pas sa loi alors qu'il en aurait la puissance. Il choisit de ne pas le faire, chaque fois. Et ce choix répété, cette discipline du pouvoir non exercé, est peut-être la démonstration la plus claire de sa vraie force. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'ai gardé pour la fin, quelque chose qui concerne non plus Actarus, mais toi. Goldorak a été le premier grand anime japonais diffusé en France, le premier robot géant, le premier personnage venu d'ailleurs, qui portait un fardeau aussi lourd avec une telle dignité. Et si tu l'as regardé, si ce nom résonne encore en toi des décennies plus tard, ce n'est pas un hasard. Les enfants ont une intelligence émotionnelle et philosophique qui précède les mots. Ils reconnaissent la profondeur avant de pouvoir la nommer. Ils sentent quand quelque chose est vrai, même sans comprendre encore pourquoi. Et quelque chose en toi, à 5 ou 7 ans, a reconnu quelque chose dans Actarus. Peut-être la dignité dans la perte, la continuité malgré l'exil, la façon de porter des responsabilités qu'on n'a pas choisies avec grâce plutôt qu'avec ressentiment, la capacité d'aimer sans se perdre dans l'amour, la force de ne pas utiliser sa puissance. Ces choses, tu les reconnaissais, pas parce qu'on te les avait enseignées, parce qu'elles résonnaient avec quelque chose de profond et d'universel dans l'expérience humaine. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ces mêmes choses restent vraies, restent nécessaires, restent difficiles. Parce que nous vivons dans un monde qui valorise la puissance plutôt que la force, les résultats plutôt que les valeurs, l'apparence plutôt que la réalité, la possession plutôt que la présence. Et dans ce monde, la philosophie qu'Actarus incarnait, sans le savoir, sans l'avoir choisi consciemment, juste en étant qui il était, cette philosophie est plus nécessaire que jamais. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations une phrase qui me revient souvent quand je pense à Actarus. Il écrivait « Cherche en toi-même la puissance de te retrouver dans la bonne voie, et lorsque tu y seras, jouis-en, et ne cherche pas à savoir si quelqu'un le saura. » Ne cherche pas à savoir si quelqu'un le saura. Actarus ne cherche pas ça. Il pilote Goldorak, non pas pour que les terriens l'admirent, mais parce que c'est ce qui doit être fait. Il protège, non pas pour être remercié, mais parce que c'est ce qu'un homme de sa position doit faire. Et cette façon d'agir, sans chercher la reconnaissance, sans mesurer sa valeur à l'approbation des autres, sans attendre que quelqu'un témoigne de ses sacrifices, est peut-être la forme de liberté la plus difficile et la plus complète qui soit. Je veux maintenant parler d'une dernière chose avant de conclure, la transmission. Goldorak a été vu par des millions d'enfants français à la fin des années 70 et au début des années 80. Ces enfants sont aujourd'hui des adultes de 50, 55, 60 ans, et beaucoup d'entre eux ont des enfants qui ont grandi sans avoir vu Goldorak, sans avoir connu Actarus, sans avoir ressenti ce frisson particulier quand la sirène retentissait et que le robot géant se dressait. Et il y a quelque chose de mélancolique dans ça. La transmission culturelle n'est jamais garantie. Ce qui a été formateur pour une génération peut disparaître de la mémoire collective en 2 ou 3 décennies.
Mais les valeurs qu'Actarus incarnait, elles ne disparaissent pas. Elles précèdent Goldorak et survivront à Goldorak. La dignité dans la perte, la force sans puissance, l'amour juste, la présence au moment présent, la responsabilité des rôles qu'on joue, la paix avec un destin qu'on n'a pas choisi. Ces valeurs, Marc Aurèle les a écrites il y a 2000 ans. Actarus les a incarnées dans un dessin animé japonais diffusé en France dans les années 70. Et elles sont aussi vraies et aussi nécessaires aujourd'hui qu'elles l'ont jamais été. Parce que la condition humaine ne change pas fondamentalement. Les noms changent, les décors changent, les technologies changent. Mais l'homme qui doit choisir comment répondre à ce qui lui arrive, lui reste le même. Et c'est pour ça que la philosophie stoïcienne, qui a 2000 ans, résonne encore. Et c'est pour ça qu'Actarus, qui a plus de 40 ans, résonne encore. Parce qu'ils parlent tous les deux de quelque chose d'intemporel. La façon d'être un homme. Pas dans le sens restrictif ou stéréotypé, dans le sens le plus large, le plus universel. La façon d'être un être humain qui choisit, délibérément, consciemment, avec toute l'imparfaite humanité que ça implique, de vivre selon ses valeurs plutôt que selon ses peurs. La façon de se lever chaque matin et de décider, à nouveau, qui on veut être. Actarus l'a fait, seul, sur une planète étrangère, avec le poids d'un monde disparu sur les épaules et la responsabilité d'un autre monde entre les mains. Et il l'a faite avec une grâce tranquille qui émeut encore des enfants de 50 ans qui se souviennent d'avoir été émus par lui, à 6 ans, sans savoir pourquoi. Maintenant, ils savent pourquoi. C'était la sagesse. Celle qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être reconnue. Celle qui s'installe dans la mémoire avant les mots. Celle qui reste longtemps, longtemps, après que l'écran s'est éteint et que les autres personnages ont été oubliés. Sagesse d'un homme qui avait tout perdu et qui avait choisi, malgré tout, de continuer à être lui-même. Il n'y a pas de leçon plus profonde que ça. Et elle t'attendait, dans un dessin animé japonais diffusé sur TF1, depuis avant même que tu aies les mots pour la comprendre. Elle était là. Elle est encore là. Tu n'as qu'à la retrouver en toi.